Merci de nous retrouver sur cette autoroute transnationale qui permet de relier le royaume d'Eswatini au Mozambique et également à l'Afrique du Sud. Et nous sommes sur le terrain avec vous, ambassadeur François Bikoro, et également maître Janvier Momo, pour toucher du doigt cette réalisation qui viendra ici doper l'intégration sous-régionale et qui est faite également par une entreprise dont le mérite n'est plus à démontrer. Ce qu'il faut d'abord noter pour notre présence ici dans ce beau pays, c'est en réalité une campagne d'intoxication qui a amené l'opinion nationale et internationale à croire qu'il n'y a rien qui se passe ici, comme l'a rappelé Maître Momo il y a cela 2 jours quand nous étions dans une autre localité de ce pays. Quand on va sur Internet, quand on suit les médias internationaux, on a l'impression que parce qu'ils ont fait une mutation du nom qui avait été donné par les colons qu'on appelle Swaziland pour donner le nom africain, pour être purement africain, on avait l'impression que c'est une vaste étendue de terre où il n'y a que les singes, où il n'y a que les lions, il n'y a que ceci. On n'avait pas imaginé un seul instant qu'on serait aussi en train de retrouver la modernité, qu'on serait retrouvé un pays qui avance peut-être mieux que tous les autres pays. Et je crois que Maître pourra vous l'expliquer tout à l'heure, la spécificité de cet ouvrage que nous voyons aujourd'hui. C'est un ouvrage qui est essentiellement un ouvrage qui tient compte de l'expertise locale, qui tient compte de l'expertise sous-régionale. Et je crois que c'est une meilleure chose que l'on dise aujourd'hui aux Africains qu'il est possible qu'on fasse de très bonnes choses sans avoir besoin d'aller chercher la peau occidentale pour faire un certain nombre de choses. Ici, c'est un échangeur. Un échangeur qui est aux contingences de l'ensemble des régions de ce pays. Et vous constatez aujourd'hui des gens qui sont au travail. Et je crois que Maître va s'épanouir tout à l'heure sur la coopération avec la République sud-africaine, avec le Mozambique et la Tanzanie, mais surtout sur l'expertise locale sur laquelle nous avons toujours insisté pour que les Africains puissent être ensemble. Maître, je crois que vous allez... Parfaitement. Alors, il faut préciser très exactement que nous sommes à 10 minutes de la frontière avec l'Afrique du Sud. Nous sommes également à 10 minutes pratiquement de la frontière avec l'Afrique du Sud, et donc qui rentre à Johannesburg. Voilà. Et nous sommes également à... non loin de la frontière avec le Mozambique, Maître Janvier Momo, et l'entreprise qui réalise, c'est Stefanuti Stock. C'est une entreprise qui est 100% du royaume d'Eswatini, et l'ingénierie également, telle qu'on a pu le voir. Que le nom ne trompe pas les Africains, Stefanuti Stocks, c'est une entreprise qui a une expertise premièrement locale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'ensemble du personnel ici est à majorité locale. Ce sont des habitants de ce pays Eswatini qui sont en train de construire cet échangeur. Et cet échangeur a pour but de relier non seulement les routes nationales et les infrastructures dignes de ce nom qui serpentent tout ce pays, qui arborent tout ce pays, mais aussi et surtout permet de désenclaver le Mozambique. Vous savez, le géant sud-africain est tout à côté. Eswatini est un pays qui est compris, un pays bien enclavé, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'ouverture directement sur la mer, mais un pays hautement stratégique. C'est parce que c'est par ce pays qu'on atteint le pays qu'est le Mozambique. Donc cette route a une importance capitale. Capitale pourquoi? Parce que c'est la route de l'importation et c'est aussi la route de l'exportation. C'est ce que l'ingénieur de travaux nous a indiqué, que ce sont des ouvrages hautement importants, et le royaume d'Eswatini a pris la mesure de la chose en disant des chemins et des routes, des infrastructures comme celle-ci doivent non seulement revêtir le sceau du pays, mais aussi et surtout servir à ce pays. Donc, nous pensons que, M. Fondop, cet échangeur qui nous fait découvrir un autre État, nous fait penser à ce que nous, de notre côté, c'est-à-dire que de l'Afrique francophone, nous faisons, nous confions l'expertise de plusieurs, l'important de nos travaux à des entreprises étrangères, alors qu'on a on a des enfants capables, on a des citoyens capables de poser des actes comme ceci. Donc, il faut avoir confiance aux nationaux, il faut avoir confiance à l'expertise locale pour lui confier des travaux d'envergure comme ceci. Vous êtes un spécialiste des questions de droit. Et vous savez que dans certains pays africains, qui sont en collaboration avec certains pays occidentaux, parce qu'ils croient que l'expertise locale n'existe pas, et il faut bien expliquer aux Africains, vous qui êtes un spécialiste des questions de droit, pourquoi les entreprises camerounaises, centrafricaines, qui sont de connivence avec les entreprises françaises,
veulent toujours qu'il y ait ce genre de truc. Surfacturation. Il faut bien préciser ça, maître. Ils font ça parce qu'ils doivent surfacturer. Ils doivent mettre sous les teignoirs l'expertise locale telle que vous avez mentionné tout à l'heure. Parce que certains de votre expertise ne peuvent pas comprendre pourquoi nous insistons sur le fait que l'expertise locale doit être primée. À compétence égale, vous avez vu dans un pays comme la Guinée équatoriale, et nous le constatons aujourd'hui dans un pays comme celui-ci, à compétence égale, on donne d'abord du travail à l'expertise locale, on donne du travail à l'expertise sous-régionale, avant de voir si on peut s'épanouir dans une autre expertise. Je crois que les questions de corruption, les questions de vol et de matériel surfacturé et mal fait doivent être mises en exergue ici aujourd'hui. Et voilà, oui. Ce que vous dites est tellement fondamental. Pourquoi? Parce que un échangeur de pareille envergure, je dis de pareille envergure avec des voies souterraines, le coût des travaux, nous avons, le conducteur nous l'a dit, c'est 30 millions de dollars, c'est-à-dire au mètre mot 15 milliards. Alors, lorsque vous faites la comparaison avec des infrastructures de haut rang, des infrastructures pareilles, similaires, qui sont faites chez nous, lorsque vous faites la comparaison, disais-je, entre les coûts, mais vous comprenez à un moment donné que justement, et je vous rejoins, certains de nos travaux souffrent parce que non seulement il y a la surfacturation, mais aussi et surtout, et ne l'oubliez jamais, les nègres de maison qui constamment ont pour rôle de tirer l'État vers le bas, c'est-à-dire de donner une autre image à l'État, d'appauvrir l'État, de poser des actes contre l'État au détriment de l'État et des populations. Donc nous pensons ici que l'échangeur qui ici délivre sur le plan commercial, délivre sur le plan infrastructurel, non seulement le pays, le royaume de Swatini, mais aussi et surtout le Mozambique, cet échangeur n'a coûté que la modique somme, et ce n'est pas seulement l'échangeur, c'est-à-dire qu'il y a des voies contiguës, n'a coûté que la modique somme de 30 millions de dollars. Je pense qu'ici... Et d'ailleurs, quand vous parlez de 15 milliards de francs CFA, on voit que les 15 milliards dans un pays africain dont on ne citera pas le nom, ont simplement servi à construire la moitié d'une pénétrante de 25 km. Mais autant de choses, parce que nous parlons en connaissance de choses, nous savons de quoi nous parlons, M. Fondop. Autant de choses qui nous font regretter à un moment donné le déficit de patriotisme, le déficit de nationalisme, le déficit de l'amour pour son pays. C'est cela. Et nous sommes ici dans un pays où les gens aiment leur pays, dans un pays où les gens s'aiment entre eux, dans un pays où on posait des actes pour le bénéfice de la nation. On posait des actes pour l'intérêt de la nation. Ce ne sont pas des actes qui enrichissent les poches de certains au détriment des autres. Je pense que ce sont des éléments très très importants et nous, à Afrique Média, nous ne nous fatiguerons jamais de le souligner. Le déficit de patriotisme, la culture des nègres de maison, du cinquième homme, c'est ça qui tue une partie de l'Afrique francophone. Monsieur Fondop. Merci à vous, Maître Janvier Momo. Et donc là, on parle de transparence avec les entreprises locales. Quand les marchés sont gagnés par les entreprises locales, la transparence est garantie parce que tout est vérifiable à toute heure et en tout lieu. L'ambassadeur François Bikoro a d'ailleurs bien fait de le préciser en disant que c'est quand on veut cacher qu'on va très loin chercher les partenaires parce qu'on veut faire intervenir également les paradis fiscaux. On n'a pas besoin d'avoir toute cette armada de gens qui viennent ici pour faire semblant de travailler. Ce qui est important à souligner ici, c'est que les enfants de ce pays ont décidé d'apporter leur expertise, de faire en sorte que les ouvrages marchent. On doit être responsable du travail que nous faisons dans notre pays, pas de laisser les gens venir faire quelque chose qui ne soit pas en adéquation avec ce dont on a besoin. Ici, là, c'est le matériau local, c'est l'expertise locale. On essaie de faire en sorte que les enfants de ce pays fassent ce dont ils ont besoin, ce qu'ils aiment faire. Ce n'est pas de faire un ouvrage comme si on l'a calqué quelque part. C'est un ouvrage qui est en adéquation avec les réalités locales. C'est un ouvrage qui ouvre un adjuvant économique international et sous-régional. Imaginez un seul instant que cet ouvrage ait été dans un pays d'Afrique centrale où on a attendu l'autoroute pendant près de 15 ans pour un coût 5 fois plus élevé que celui-là, simplement parce que l'expertise était une expertise française, était une expertise européenne, qui n'avait rien à voir avec ce dont on a besoin et ce qu'on veut faire. Il faut tirer un coup de chapeau à ces enfants d'Eswatini, du royaume, peut-être parce que la gouvernance de Sa Majesté le Roi est une gouvernance qui tient compte de ce qu'on doit faire dans ce pays. Je voudrais qu'il y ait un zoom
sur cet ouvrage que l'on est en train de voir, parce que certains pourraient croire que c'est un ouvrage qui est fait en Occident. Il est fait par tous ces jeunes ingénieurs, tous ces jeunes expérimentés qui montrent ce qu'il y a lieu de faire. D'ailleurs, je vous invite à aller de près, aller toucher, voilà. De très près. Maître, vraiment, je crois que vous allez aider ce pays, ces jeunes, à savoir sauvegarder l'ouvrage qui est un ouvrage qui a coûté beaucoup d'argent, mais quand même 15 milliards de francs CFA. C'est tellement petit au regard de l'ouvrage que l'on voit aujourd'hui. 15 milliards de francs CFA qui n'ont pas pu construire la moitié d'un pont dans une capitale économique africaine. Je crois que maître, vous nous en direz plus aujourd'hui. Il paraît que c'était l'expérience française qui allait convoquer l'expérience chinoise et le pont a coûté 3 fois plus son prix. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à s'en sortir. Nous en appelons à l'ensemble des Africains, surtout des gouvernements africains, de construire des ouvrages qui appartiennent à leur population, des ouvrages qui tiennent compte de ce dont on a besoin, mais pas de ce que les Européens veulent venir vendre ici comme matière première et nous donner l'impression qu'ils nous apportent une plus-value particulière. Ce pont répond à une aspiration populaire, une aspiration nationale, une aspiration sous-régionale. Comme l'a dit Maître tout à l'heure, ce pont, cet échangeur va relier le Mozambique, va relier le Kenya, va relier d'abord à l'intérieur du pays l'ensemble des artères et des sociétés qui se mettent en place. Après avoir réglé ces problèmes d'adjuvant économique au niveau local, Maître vous l'a rappelé tout à l'heure, il permet à ce beau pays qui est enclavé d'avoir un ancrage sur la République sud-africaine, d'avoir un ancrage sur la Tanzanie, d'avoir un ancrage même sur le Mozambique et l'Éthiopie. Donc vous voyez que sur le retour sur investissement, contrairement à ce qu'on fait dans certains pays africains du joug francophone et arabophone, c'est ici là quand on fait un ouvrage, cet ouvrage doit apporter économiquement. Il doit régler un problème culturel. Il doit avoir un impact culturel, un impact économique, même un impact sociétal et social. Alors qu'ailleurs, quand on fait un pont, soit c'est parce que le ministre est de ce coin-là, soit c'est parce que ça va régler un problème inutile. Parce que, maître, vous ne m'expliquerez pas, et là je veux le citer, sur le pont de Douala, il règle quel problème? Depuis 60 ans, dans un pays qu'on appelle le Cameroun, un pont avait été créé, avait été construit par l'expertise coloniale, les ingénieurs étaient français, les manœuvres sont français, les chefs de projet sont français, 60 ans avant les indépendances. Comment expliquer, maître, qu'après 60 ans d'indépendance, le même pont qui devrait régler une ouverture sur la sous-région à l'intérieur du pays, l'ouest et le Cameroun et le centre, que ce pont ne règle pas le problème. 3 jours après, quand on a terminé le pont, on a toujours les mêmes bouchons quand on va à gauche, les mêmes bouchons quand on va à droite. Quand on voit les échangeurs qu'on n'arrive pas à faire dans un pays sous-régional comme l'Afrique centrale et que l'on voit ce qui est fait ici, on se dit il y a encore du chemin à faire, mais il y a un véritable espoir. Les Africains, dans leur grande majorité, ont compris ce qu'il faut faire, mais il faudrait qu'ils tiennent compte du fait que l'adversité est encore assez forte. Parce que comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, quand on va dans Google, quand on va voir ce que les gens disent de ce beau pays, on se demande si c'est vraiment de ce pays dont on parle. Vous l'avez d'ailleurs comparé. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on avance avec un autre point maintenant. Il s'agit de l'angle purement économique. Vous avez bien fait de le préciser, ambassadeur François Bikoro. C'est un problème économique d'intégration, de connexion de ce petit marché du Swaziland qui fait des Swatini, ex-Swaziland, qui fait un peu plus d'1 400 000 consommateurs au mastodonte sud-africain dont la frontière est à 10 minutes, mais qui permet également de connecter le Mozambique. D'ailleurs, on voit ce passage souterrain qui doit permettre donc de rejoindre le Mozambique de l'autre côté. Et donc, il s'agit ici avant tout d'une question économique. Vous l'avez aussi précisé, faire en sorte que on puisse exporter rapidement vers ces mastodontes-là et qu'on puisse également importer aisément parce que le pays est enclavé. Alors, c'est la voie souterraine de l'échangeur ici. Et les 15 milliards, ce n'est pas seulement pour ce pont. Parce que dans cet échangeur, il y a 2 ponts qui vont permettre des voies souterraines. Cela veut dire simplement que nous sommes ici à un centre de partage, à un lieu de distribution, des voies commerciales, des voies infrastructurelles. Et curieusement, nous constatons que nous sommes dans un pays où les habitants aiment le patrimoine de leur État. Ce ne sont pas des gens qui vendent les biens publics pour mettre de l'argent dans des poches. Ce ne sont pas des gens qui détournent les projets pour mettre l'argent dans les poches. Et surtout, 30 millions de dollars, cela veut dire 15 milliards de francs CFA. Regardez tout ce champ. Nous pourrons passer une journée à le contourner sans pouvoir l'achever.
Alors quand dans d'autres pays, vous parlez du pont sur le Vouri, mais c'est curieux, c'est un pont qui est constamment inondé. Quand il y a des vraies pluies comme celles qui sont en train de s'abattre à Douala actuellement, il ne devient plus pratique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que non seulement l'expertise étrangère qu'on a sollicitée étant vantée a échoué, mais aussi et surtout, les gens ont mis de l'argent dans leur poche. Nous savons, le marché a été surfacturé au bénéfice, double, triple de son prix, au bénéfice des particuliers qui mettent de l'argent dans leur poche. Alors, on revient sur le déficit du patriotisme. Mais le déficit de patriotisme, pour se développer, ce n'est pas de l'argent qui va venir de l'extérieur. Le premier argent de développement, c'est ce qu'on a dans la tête vis-à-vis de son pays. L'amour qu'on porte pour son pays, les actes qu'on pose pour son pays, dans l'intérêt général. Je pense que c'est essentiel. Vous parlez de cette voie, M. Fondop. Eswatini est un pays qui n'a pas d'accès direct sur la mer, mais a deux pays frontaliers qui ont l'accès sur la mer. Il y a l'Afrique du Sud et il y a le Mozambique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces routes permettent à Eswatini de se sentir libre. Ça veut dire d'avoir accès à la mer tant par le Mozambique, tant par l'Afrique du Sud. Alors ils ont compris que ce sont des principaux leviers de développement. Et regardez ces autoroutes, ça n'a rien à envier à ce que nous voyons en Europe. Regardez ces échangeurs, ça n'a rien à envier à ce que nous voyons. Le standard est véritablement international. Pas international sur papier, pas international sur la maquette, parce que nous sommes dans un pays où on a construit des routes sur maquette et sur le terrain, on ne voit rien. Le standard ici, c'est sur le terrain. Prenez la mesure de ces routes. Prenez l'épaisseur du goudron. Vous comprendrez qu'il y a des gens qui aiment dans leur pays. Et curieusement, de l'autre côté, vous faites confiance à l'expertise étrangère. Cette expertise a besoin que la route construise se garde le plus rapidement possible pour qu'on les rappelle pour venir arranger. On appelle ça la maintenance. Donc je pense que Eswatini, le royaume d'Eswatini, avec la force du roi, de sa majesté, le roi Swati III, ils sont en train de poser des actes pour le développement de leur pays, monsieur. Merci beaucoup. On va sortir par là et notre visite va se poursuivre. On vous donnera encore plus de détails et nous vous remercions. Restez connectés sur les antennes de la télévision panafricaine.